Alors ce soir, l'introduction de l'atelier s'intitule Entre quatre yeux, parce que nous allons utiliser quatre manières différentes de regarder l'hexagramme. Alors la première manière qu'on étudiera, c'est celle qui consiste à réaliser l'opération de 1 fois 6, c'est-à-dire qu'on considérera les 6 traits de l'hexagramme comme étant une seule entité. Alors que la deuxième approche que nous retiendrons, qu'on appelle l'approche trigrammatique, c'est celle qui regarde l'hexagramme comme étant composé de 2 fois 3, c'est-à-dire de 2 trigrammes. Et dans la même veine, en continuant les multiplications qu'on peut faire pour obtenir 6, nous avons 3 fois 2, et là nous dirigerons vers les bigrammes et les énergies saisonnières. Et puis, nous finirons par le 6 fois 1, chaque trait étant examiné individuellement. Et puis, pour finir, nous ferons une illustration de ce que nous avons déjà travaillé, c'est-à-dire l'hexagramme pris dans son ensemble. Alors, 1 fois 6, là, on manipule donc les hexagrammes. Alors, on a pour ensuite comprendre l'hexagramme la possibilité de se référer au texte de l'hexagramme qui est donc constitué d'un jugement, le jugement étant la qualification énergétique du moment. Il nous dit ce à quoi le moment est propice. Est-ce qu'il est propice à aller de l'avant ou est-ce qu'il est plutôt propice à ralentir un peu le mouvement? Deuxième élément de texte, c'est l'image. Alors l'image, c'est un élément qui a été rajouté 5 siècles après le jugement à peu près, et qui donne un conseil de comportement correspondant à un idéal défini par les disciples de Confucius, qui a joué un grand rôle, Confucius, dans l'histoire de la pensée chinoise. Et puis le troisième texte qu'on peut trouver, c'est le texte des traits. Alors il y a 6 traits, donc il y a 6 textes. Ces traits qui nous renseignent plus précisément, ils affinent le jugement pour tenir compte du fait qu'un trait soit ou non un trait mutable, c'est-à-dire un vieux yin ou un vieux yang, c'est-à-dire dans les tirages avec des pièces, un 6 ou un 9. Et puis, on peut se servir d'une deuxième chose en manipulant l'hexagramme, c'est de ces relations. Ces relations, on les a vues au cours de la conférence sur l'hexagramme et ses amis. Et donc, on a vu 3 relations principales qui relient l'hexagramme à d'autres hexagrammes. Et l'examen de ces relations va nous permettre d'enrichir notre compréhension de l'hexagramme. D'abord avec l'opposé, qui est, on ne devait en regarder qu'un seul, celui qu'il convient de regarder, qui va nous permettre d'assurer notre compréhension du sens du mouvement, que ce soit le sens temporel ou le sens spatial, c'est-à-dire du passé vers l'avenir ou de l'intérieur vers l'extérieur. L'autre relation qu'on examine, c'est le renversé. Alors, le renversé, là, il nous donne ce qui ne varie pas entre l'hexagramme et son renversé, qui consiste à le regarder dans l'autre sens. Le renversé, c'est ce qu'on obtient quand, au lieu de lire l'hexagramme de bas en haut, on le lit de haut en bas. Et dans les deux cas, il y a quelque chose de commun, et c'est ce commun que peut nous indiquer le renversé. Et puis pour finir, on a le nucléaire, donc qui lui nous indique quelle est la dynamique interne qui anime l'hexagramme. Et donc avec cet ensemble, on a une première formule d'examen de l'hexagramme. Mais la plupart du temps, dans le texte, on retrouve des allusions à un fonctionnement par les trigrammes. Richard Wilhelm, sa base, c'est l'analyse trigrammatique. Alors, si on regarde de cette manière, on tombe par exemple dans un hexagramme sur ce texte, ce commentaire de Richard Wilhelm un petit peu bizarre, qui nous dit que l'hexagramme indique la présence dans la nature d'une ère où le ciel est en quelque sorte sur la terre,
le ciel s'est placé sous la terre. Alors vous, je ne sais pas, mais moi, je dis ça, je me dis, il est dessus, le ciel il est sur la terre ou il est sous la terre. Et en fait, pour comprendre ça, il faut prendre en compte le fait que dans un hexagramme, par exemple ici, l'hexagramme numéro 11, l'hexagramme de la paix, l'hexagramme du printemps, puisque c'est l'hexagramme qui, dans la roue calendaire, était associé au mois de mars et à l'équinoxe de printemps, dont la représentation ici repose sur les deux blocs de trois traits, yang et trois traits yin, qui correspondent à l'équinoxe de printemps. Mais pour bien comprendre, il faut prendre en compte le fait qu'il y a deux choses. Il y a la position et pour un hexagramme, nous avons deux positions. Nous avons une position qui est celle du ciel, ce qu'on appelle également le trigramme supérieur, et une position qui est celle de la Terre, ce qu'on appelle le trigramme inférieur aussi. Donc on a deux positions, une position de la Terre en bas et du ciel au-dessus, sur lequel on va poser en quelque sorte un trigramme. Et ici, les trigrammes qu'on a posés, ce sont en bas, trois triangles, c'est le trigramme Kien, dont l'image est le ciel, et au-dessus, c'est le trigramme avec trois traits yin, c'est le trigramme Quen, dont l'image est la Terre. Et donc, finalement, le texte de Wilhelm s'explique quand on dit que le ciel, le trigramme ciel, est en quelque sorte sur la Terre, la position Terre. C'est bien la description du trigramme ciel sur la position Terre. Le ciel, trigramme, s'est placé sous la Terre, trigramme. Et effectivement, en tant que trigramme, on a bien le ciel en dessous et la Terre au-dessus. On note au passage que c'est le ciel qui a la mobilité, c'est le ciel qui peut se mettre sous la Terre ayant du mal à passer au-dessus du ciel. Donc ça, c'est l'analyse trigrammatique, donc, dans laquelle on voit qu'il y a une source de confusion importante qui est l'appellation des positions, qui est la même que l'appellation de certains trigrammes. Si on continue, au lieu de faire 2 fois 3, on peut faire 3 fois 2, et dans ce cas-là, on va manipuler des bigrammes. Alors, si on garde notre hexagramme numéro 11, on va regrouper les traits 2 par 2 pour définir une position. Et cette fois-ci, on aura une position de la Terre avec les deux traits inférieurs, du monde avec les deux traits du milieu et du ciel avec les deux traits supérieurs. Alors on voit que ça se complique encore parce que même quand on parle de la position, on a deux types de positions. On a le ciel englobant trois traits dans l'approche trigrammatique, et on a le ciel ne contenant que deux traits dans l'approche bigrammatique, si on peut l'appeler ainsi. Vous voyez que les sources de confusion peuvent être nombreuses, et on a donc, en tant que bigramme, bon, ici, dans notre exemple, on a un été suivi d'un printemps, puisque c'est deux triangles pour le bas, c'est l'été, un triangle sous un trait yin, c'est le printemps, et deux traits yin, c'est l'hiver. Donc, on a une succession qui est rétrograde, mais qui est fluide. Été, printemps, hiver, c'est bien quelque chose qui s'enchaîne, à condition qu'on enchaîne à l'envers du sens chronologique habituel. Et puis pour finir, on a la possibilité de regarder l'hexagramme comme étant constitué de 6 fois un trait. Et dans ce cas-là, ce qu'on va prendre en compte, ce sont deux choses qu'il faut connaître pour ne pas être perturbé par la lecture du Wilhelm. C'est le rang. Le rang des traits correspond à une forme de position. 1, 2, 3, 4, 5, 6, on est bien dans la montée et dans l'ascension. Et là, on se réfère au fait que 2 est le chiffre du yin
et ça englobe l'ensemble des nombres pairs. Et 3, qui est le chiffre du yang, est un nombre impair et englobe tous les nombres impairs. Du coup, on dira que au rang 1, la position est yang, au rang 2, elle est yin, au rang 3, qui est impair, elle est yang, au rang 4, elle est yin, au rang 5, elle est yang, et au rang 6, elle est yin. Et ce que vous trouverez dans les commentaires de différents ouvrages, c'est l'appréciation sur la position des traits par rapport à leur rang, c'est-à-dire, ici, le 1 est yang sur un rang yang, il sera dit correct. Par contre, le 2 qui est yang alors que le rang le situe comme étant yin sera dit incorrect. Le 3 sera correct, le 4 sera correct, yin sur yin, le 5 sera incorrect et le 6 sera correct dans l'exemple de l'hexagramme numéro 1. Donc ça, c'est des choses que vous trouverez dans l'analyse des hexagrammes trait par trait. Et l'autre chose que vous trouverez, c'est quelque chose qui concerne ce qu'on appelle les places. Et la place du premier trait, c'est ce qu'on appelle la place d'entrée. Donc, on rentre dans l'hexagramme par cette place. On y joue dans un premier temps un rôle de préfet, c'est-à-dire celui qui fait tourner la boutique localement. Donc, on est tous notre propre préfet, quelque part. Et puis, on arrive à une place dite de passage, qui est, on le voit, le moment où, dans l'analyse trigrammatique, on va passer de la terre, les 3 traits du bas, au ciel, les 3 traits du haut. Et ici, quand on passe au ciel, on rencontre d'abord le ministre, toute ressemblance avec des légendes existantes ou ayant existé, pouvant ne pas être fortuite. On rencontre le ministre qui est chargé d'établir la relation entre le préfet et le souverain qui est le plus souvent le maître de l'hexagramme, celui qui en détermine le mouvement. Et puis, arrivé là-haut, on sort de l'hexagramme, donc on a un trait de sortie. Alors, on notera donc qu'on a 3 traits qui sont des traits de mouvement, entrée, passage et sortie, et 3 traits qui sont des traits de personnage, préfet, ministre, souverain, qui ont pour rôle de faire de gouverner en fait la situation. Voilà les 4 façons. Donc, l'hexagramme dans son ensemble citerait le texte et les relations. L'hexagramme en trigrammatique, 2 fois 3 traits, avec une attention à porter à ne pas confondre les positions et les hexagrammes. Exigence qui se trouve renforcée lorsqu'on fait le 3 fois 2 traits par le fait qu'on retrouve une trilogie terre, monde, ciel, donc avec à nouveau une terre et un ciel, et puis l'approche de 6 fois un trait qu'on développera beaucoup plus particulièrement dans une prochaine séance. Pour l'instant, on va s'appuyer sur les compétences qu'on a acquises au cours des séances précédentes. Et on va regarder du coup un hexagramme qui s'appelle le chaudron et qu'on a déjà rencontré au cours de l'examen de l'hexagramme et ses amis. Donc, c'est le chaudron. Alors, le chaudron, c'est cet hexagramme qui porte le numéro 50 et qui se présente sous la forme d'un trait yin, sous 3 triangles, puis un trait yin et un triangle. Quand on regarde le texte rattaché à cet hexagramme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve comme le jugement suprême fortune, succès. Donc ça, c'est très bien. Alors, on a vu dans Savez-vous parler Yiking que fortune et infortune ne sont pas forcément des traductions très heureuses parce qu'elles contiennent peut-être d'inéluctabilité, ce qui est assez incompatible avec un Yiking qui est le livre du changement. Donc, il faut plus comprendre la fortune comme étant un élargissement du champ des possibles, là où l'infortune est un retrécissement du champ des possibles.
mais les deux peuvent avoir leurs avantages et leurs inconvénients. Ici, ça amène au succès. Donc, c'est un bon jugement, très favorable. On peut regarder aussi l'image sur la manière dont elle est construite, hein, c'est-à-dire que au-dessus du bois est le feu. On trouvera ça dans toutes les images du Viking de Richard Willem. C'est purement et simplement la description trigrammatique de l'hexagramme, puisqu'il faut savoir que l'hexagramme inférieur du 50, qui est Swen, a pour image le vent, mais a aussi pour deuxième image le bois. Voilà. Donc, c'est simplement au-dessus du bois, donc au-dessus du trigramme Swen, est le feu. Le feu, c'est le trigramme Li qui se trouve au-dessus. Donc, on a cette description trigrammatique de la constitution de l'hexagramme. Donc, image du chaudron. En plus, le chaudron, pour les Chinois, ça évoque plein de choses parce que pour eux, c'était un truc assez important. Mais ce qu'on retiendra, et puis en fait le conseil, ainsi l'homme noble affermit le destin en ajustant sa position. Donc là, on te conseille de réviser et d'ajuster ta position si tu veux mieux maîtriser le cours de ta vie. Euh, Ça, c'est ce qu'on trouve. Donc, et puis après, on pourrait avoir des traits, mais ici, on ne les regardera pas. Les traits, on fera une séance particulière sur la façon de traiter les traits. Euh, les relations vont nous amener. Auparavant, on va juste, oui, effectivement, résumer. Ça, c'est mon résumé un peu personnel, hein. L'achèvement d'un processus intérieur de mutation va permettre une nouvelle hauteur de vue. Et c'est ça, le 50, c'est une opération que un auteur qualifie de sublimation, hein, qui fait que eh ben, vous avez cette alchimie intérieure qui vous permet tout d'un coup, enfin, ça s'est fait lentement, mais qui vous permet de bénéficier d'une nouvelle hauteur de vue. Son opposé au 50, c'est le 3. Et donc le 3, vous voyez que tous les traits qui étaient yang dans l'hexagramme 50 sont devenus yin, et tous les traits qui étaient yin sont devenus yang. C'est le principe de l'opposé. Et là, donc, cet opposé, le 3, on a vu, à l'occasion de l'hexagramme et ses amis, qu'il était situé, lui, au début d'un processus. Il s'appelle même les difficultés initiales. Donc, vraiment, le 3, c'est au début d'un processus, alors que le 50, c'est la fin d'un processus de maturation intérieure. Donc, c'est là que se trouve l'opposition entre le 3 et le 50. Et puis, après avoir regardé l'opposition qui nous permet donc de mieux comprendre l'aspect ici d'opposition temporelle, on peut regarder le renversé. Alors, le renversé, c'est 49, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulièrement commun entre le 49 et le 50, et d'invariant, je dirais. Et là, il s'agit clairement du processus d'élévation du point de vue, puisque le 49, c'est un hexagramme qui s'appelle la révolution, et la mue du serpent qui abandonne sa vieille peau pour une nouvelle étape de sa carrière. Et donc, la révolution, c'est la capacité au bon moment à changer de grille de lecture, abandonner une ancienne grille de lecture qui devient obsolète et adopter une nouvelle grille de lecture rendue nécessaire par le cours des changements. Donc là, le 49 et le 50, c'est que dans les deux cas, soit par changement de la grille de lecture, soit par alchimie intérieure, on atteint à une élévation du point de vue. Et pour finir, on peut regarder le nucléaire. Alors, l'hexagramme nucléaire du 50, c'est le 43. Donc, on avait vu que c'est une poussée vigoureuse, c'est la percée, ça s'appelle, donc une poussée vigoureuse vers un objectif qui permet, à tous ces traits yang qu'il y a jusqu'au 5e trait vont pousser pour faire sauter le trait yin qui est tout en haut. Et ça, c'est la percée vigoureuse déterminée. Et ce que ça nous dit, c'est que finalement, l'alchimie intérieure ne se fait pas complètement toute seule, mais repose sur un effort un peu constant. Voilà ce qu'on peut dire sur les 4 manières d'examiner
un hexagramme et la façon un peu plus détaillée d'utiliser la première de ces façons, celle qui s'appuie sur le texte et les relations en ne regardant les hexagrammes que comme un ensemble, hormis en fait dans la description de l'image. Voilà.